Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les travaux de modélisation sur les milieux humides qui ont été réalisés afin d'évaluer leur impact et leur rôle sur les régimes hydrologiques, et donc ceux dans un contexte de changement climatique. Le projet de modélisation s'intègre dans le programme commun du plan d'action sur les changements climatiques qui est soutenu par le consortium Oranos et qui a pour finalité le développement d'outils d'analyse hydrologique, économique et spatiale, donc des services écologiques qui sont procurés par les milieux humides, et donc ceux à l'échelle des basses terres du Saint-Laurent. 4 volets ou 4 thèmes ont été développés dans ce programme, et à l'Université Laval, Sherbrooke et à l'UQAM. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux de modélisation hydroclimatologique qui sont développés à l'INRS. Donc, les milieux humides sont au cœur de cette problématique de recherche, notamment par le biais de 2 notions fondamentales que sont les biens et services écologiques que nous procurent les milieux humides et qui sont de diverses natures. On peut avoir des services patrimoniaux, des services culturels, mais le service qui nous intéresse le plus est celui de services de régulation, puisque c'est par son intermédiaire qu'on a éventuellement un contrôle ou une maîtrise des écoulements, et notamment sur les phénomènes de crue et d'étiage. Et c'est ce service de régulation qui va pouvoir être appréhendé à travers la modélisation hydrologique. La seconde notion est donc celle des changements climatiques, puisque l'on s'attend à une intensification des extrêmes climatiques qui va se traduire par une modification des patrons de distribution des pluies, à savoir une distribution spatiale et temporelle qui va être modifiée. Et cela aura pour conséquence une modification de la dynamique hydrologique de nos bassins versants. Un constat commun et global, c'est la dégradation de nos milieux humides sur l'ensemble de nos régions, et notamment par le système de conversion de nos milieux humides au profit d'autres usages du territoire, notamment le milieu agricole ou des extensions urbaines, donc liées aux pressions anthropiques. L'hypothèse est la suivante, on peut considérer que la perte de nos milieux humides, à travers notamment la perte de ce service de régulation, pourrait conduire à une réduction de la capacité de régulation de nos bassins versants ou de résilience, les rendant plus vulnérables au changement climatique, à savoir on pourrait avoir une augmentation de la fréquence et de l'intensité de nos phénomènes de crue et d'étiage. La question est de savoir si les milieux humides peuvent être considérés comme une solution ou une option intéressante dans le développement des stratégies d'adaptation face au changement climatique. Pour cela, 2 bassins versants ont été plus particulièrement étudiés, le bassin versant de la Bécancour et de la Yamaska, qui ont été sélectionnés parmi un grand nombre de bassins sur le basse-terre du Saint-Laurent pour leur représentativité du secteur, à savoir des milieux donc anthropisés, à forte composante agricole et possédant donc une variété relativement intéressante de milieux humides, mais qui sont donc dégradés. Les objectifs de ces travaux de modélisation sont doubles. Le premier étant de qualifier, de quantifier donc nos services hydrologiques à l'échelle du bassin versant. Pour cela, nous avions 2 outils à notre disposition, l'outil Physitel et Hydrotel que je vais vous présenter par la suite. Et donc il s'agissait de déterminer certains paramètres de caractérisation de nos milieux humides, notamment définir les superficies de nos milieux humides et leurs aires de drainage, et distinguer différentes typologies pour la modélisation, adaptées à la modélisation. Donc nous sommes partis sur une typologie isolée et une typologie riveraine. Il fallait également donc implanter des algorithmes simulant le fonctionnement hydrologique de nos milieux humides afin d'évaluer leur rôle dans la réponse hydrologique. Le deuxième objectif étant celui d'évaluer la contribution de nos milieux humides dans les stratégies d'adaptation au changement climatique, et cela passe par l'examen de leur rôle et de leur impact, donc en contexte de variabilité climatique et de variabilité hydrologique. Je vais vous présenter maintenant quelques détails méthodologiques. Je vais rester relativement simple, mais je vais vous présenter en fait les différents outils que nous avions à notre disposition et les principales caractéristiques pour l'interprétation des résultats. Le premier outil est donc Physitel. Physitel est donc un système d'information géographique qui a été développé et qui est dédié donc à cette modélisation hydrologique. Et il va nous permettre de construire la base de données physiographique donc de notre modélisation. De manière relativement simple, nous avons besoin de plusieurs couches numérisées pour la construction de cette base, notamment le modèle numérique d'altitude et le réseau hydrographique, qui vont nous permettre de générer une matrice d'écoulement, qui va nous permettre de modéliser donc les écoulements sur notre surface terrestre et les écoulements avec le réseau vectoriel hydrographique dans notre réseau. Cette matrice d'écoulement sera imposée à notre territoire. Elle va nous permettre de découper ce territoire en unités hydrologiques relativement homogènes, ou UHRH, qui forment dans notre cas nos unités spatiales de calcul pour les bilans hydrologiques et la modélisation.
Chacune de nos UHRH sera également caractérisée par un pourcentage d'occupation de sol, le type de sol et la pente. L'intégration de nos milieux humides maintenant se fait également dans Physitel en 5 étapes. Donc la première étape, elle est celle de reconnaissance de nos milieux humides sur la carte d'occupation des sols. Nous allons donc reconnaître la classe milieu humide, l'extraire, afin de pouvoir déterminer d'une part la surface de nos milieux humides, qui sera un des premiers paramètres importants, et l'air drainé ou le bassin d'alimentation propre de nos milieux humides. C'est également au sein de Physitel que se fera cette distinction typologique entre milieu humide riverain et isolé. Cette distinction, comme vous pouvez le voir sur la figure, ou à peu près comme vous pouvez le voir sur la figure, cette distinction se fait donc sur un critère de seuil d'adjacence au réseau hydrographique. C'est-à-dire que le milieu humide isolé sera considéré comme déconnecté du réseau, le milieu humide riverain sera pour au moins une certaine partie attaché au réseau hydrographique. Et cette intégration de nos milieux humides se fait suivant le concept de milieu humide équivalent. Ce concept de milieu humide équivalent est relativement simple. Nous avons par UHRH plusieurs milieux humides. Il s'agit de regrouper tous nos milieux humides d'une même typologie en un seul et même milieu humide, 10 milieux humides équivalents, dont ces caractéristiques sont la somme de chacun de nos milieux humides. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la modélisation, nous pouvons accepter sur chacune de nos UHRH un seul milieu humide équivalent par typologie, c'est-à-dire un seul milieu équivalent isolé et un seul milieu humide équivalent riverain. Leur intégration au sein de la modélisation se différencie sur au moins un point, à savoir que notre milieu isolé sera intégré de manière numérique dans notre UHRH, c'est-à-dire qu'il ne sera pas spatialisé et l'on va uniquement conserver les valeurs numériques de superficie. Alors que notre milieu humide riverain, lui, sera également intégré de manière numérique, mais il sera localisé de manière particulière sur le réseau hydrographique. Un schéma simplifié des processus de modélisation au sein d'Hydrotel. Je ne vais pas tout décrire, seulement ce que je voulais faire ressortir, c'est les niveaux d'intégration de nos milieux humides au sein de la modélisation. Tout d'abord, Hydrotel, on peut le séparer comme en 3 gros blocs. Un bloc permettant le calcul du bilan hydrologique, un module permettant de traiter des écoulements sur la partie terrestre, et le dernier module donc, qui génère les écoulements par le réseau hydrographique. Ce qui est à retenir, c'est que le bilan hydrologique se fait donc à l'échelle de notre UHRH, donc c'est notre unité spatiale de modélisation, et notre bilan hydrologique se fait également à l'échelle de nos 2 milieux humides, donc un bilan différencié pour notre milieu humide isolé et notre milieu riverain. Là où il y a également une différence, c'est que les sorties de notre bilan hydrologique sur nos milieux isolés vont rejoindre le bilan au niveau de l'UHRH et vont pouvoir participer aux écoulements sur la partie terrestre. Alors que nos milieux humides riverains, eux, vont avoir un système d'échange direct avec notre réseau hydrographique. Concernant maintenant plus quelques données sur l'approche méthodologique, elle est basée sur une analyse comparative des données de sortie du modèle, à savoir que nous avons donc utilisé différentes modalités de simulation, une simulation intégrant nos milieux humides, une simulation n'intégrant pas nos milieux humides, et nous sommes partis sur le fait que la différence observée entre les différentes sorties de simulation était due au fonctionnement de nos milieux humides. Pour cela, je reviendrai sur les cartes d'occupation de sol 2011 et 2050 par la suite, mais pour les différents processus de modélisation, nous avons utilisé la carte d'occupation des sols de 2011, faisant état du taux d'occupation de nos milieux humides à l'heure actuelle, et nous avons aussi eu, par l'intermédiaire de l'Université de Sherbrooke, des cartes d'occupation de projection d'occupation de sol à l'horizon 2050, faisant état d'une évolution positive de nos milieux humides, donc une augmentation de nos superficies sur le territoire, et également des prévisions plus pessimistes, avec une diminution de nos milieux humides. Dans ce contexte de changement climatique, nous avons utilisé 10 simulations du modèle régional canadien du climat qui nous ont été fournies donc, par Oranos. Ces 138 années de données ont été scindées en 3 périodes relativement homogènes d'un point de vue de durée, avec une période allant de 61 à 2000 qui peut être considérée comme une période de référence, une période actuelle couvrant la période jusqu'en 2050 et une période future de 2099. Nous avons également utilisé des indicateurs hydrologiques qui sont utilisés par le Centre d'expertise hydrique du Québec et le ministère de l'Environnement, qui correspondent à des indicateurs de débit en période de crue et en période d'étiage. Et l'examen du rôle de nos milieux humides et de leur impact en contexte de changement climatique s'est fait sur l'examen de l'évolution et la variation de ces indicateurs. Je vais maintenant vous présenter les principaux résultats ou les premiers résultats que l'on a obtenus.
Donc dans un premier temps, il s'agissait uniquement de regarder l'évolution de nos hydrogrammes à l'exutoire de notre bassin versant, donc dans ce contexte de changement climatique. Vous voyez figurer ici en noir l'hydrogramme annuel moyen obtenu donc, sur l'ensemble de la période H1, donc la période de référence, et l'ensemble des hydrogrammes obtenus donc, après les simulations intégrant les 10 scénarios de projection climatique, en rouge sur la période actuelle et en bleu sur la période future. Ce qu'il faut constater ici, et il faut garder ça à l'esprit pour les résultats qui vont suivre, c'est que l'on obtient une augmentation progressive de nos débits hivernaux et une diminution de nos débits estivaux. Ces modifications sur nos débits s'accompagnent d'un devancement de la période de crue printanière d'environ 1 mois, avec une diminution du pic de crue. Ces premiers graphes, on va voir à peu près cette même présentation sur les autres. Vous voyez ici, au final, à chaque fois, j'ai séparé les phénomènes de crue et les phénomènes d'étiage. On va voir l'horizon sur lequel on regarde, nos différents indicateurs, et ici, en dernier lieu, les modalités de simulation. Donc ici, vous voyez représenté, pour essayer de déterminer le rôle des milieux humides, vous avez les sorties de simulation, donc intégrant l'ensemble des projections climatiques. En noir, ici, vous avez figuré les résultats de simulation sans la prise en compte de nos milieux humides, et en gris clair, avec l'intégration de nos milieux humides. Et en données, bon, peu importe les chiffres à la rigueur, vous avez des données donc, de débit moyen annuel. Ce que l'on voit si l'on prend un indicateur de crue, les résultats de simulation que l'on obtient en intégrant nos milieux humides nous permettent d'avoir des débits inférieurs à la simulation sans nos milieux humides, ce qui conforte l'hypothèse du rôle de l'aminage de crue de nos milieux humides. Si l'on regarde à présent un même indicateur, mais en condition d'étiage, nous avons donc une relation inverse, c'est-à-dire que l'intégration de nos milieux humides dans la modélisation nous permet d'avoir des débits à l'étiage supérieurs par rapport à une simulation sans milieu humide, ce qui conforte également l'hypothèse du rôle des milieux humides comme soutien au débit d'étiage. Si l'on regarde maintenant d'un point de vue temporel, entre l'horizon H1 et l'horizon H3, on a le rôle des milieux humides qui est conservé, et par contre, on peut voir que l'on a une baisse globale de nos débits de crue et de nos débits d'étiage qui correspondent, qui vont dans le sens du graphe que je vous ai présenté précédemment. Si l'on s'intéresse maintenant non plus à essayer de décrire le rôle de nos milieux humides, mais essayer de voir leur évolution, l'évolution de leur impact en contexte donc, de changement climatique dans le temps, on va plus s'intéresser à des données de débit, mais à un système d'indicateurs d'impact relatif de nos milieux humides qui permet une comparaison donc, directe des simulations avec et sans milieux humides. Et les boîtes grisées représentent en fait l'enveloppe de réponse de nos simulations correspondant aux 10 projections climatiques. Si l'on regarde ici cet exemple, qui est l'exemple le plus probant sur l'indicateur de crue, nous voyons que l'évolution de l'impact de nos milieux humides en conditions de crue est nulle. Du moins, nous avons une constance dans leur impact. En revanche, si l'on regarde un indicateur sur les conditions d'étiage, on remarque une augmentation de l'impact de nos milieux humides global dans le futur. Ici, je vous rappelle que l'on a fait une distinction entre milieux humides isolés et milieux humides riverains. Donc ici, vous avez une représentation toujours sur l'impact relatif de nos milieux humides. Donc ici, vous avez une figure pour l'horizon H1, ici pour l'horizon H3. Et vous avez figuré en bleu l'impact moyen. Là, je n'ai pas pris l'enveloppe globale des projections climatiques, c'est un impact moyen. En bleu, figurait l'impact de nos milieux humides isolés seuls. En vert, milieux humides riverains seuls. Et en jaune, l'intégration des deux typologies de milieux humides. Si l'on regarde par exemple l'indicateur de crue Q20, le résultat est le même pour les autres. Ce que l'on voit, c'est que l'on a un impact de nos milieux humides isolés qui semble être relativement plus important que nos milieux humides riverains. Et autre chose intéressante, c'est que sur une modélisation globale, donc intégrant les deux typologies, nous avons un impact global de nos milieux humides qui semble inférieur, qui n'est pas une sommation bête et méchante des impacts individuels de nos typologies. Donc ce qui démontre une certaine interdépendance entre nos milieux humides qui est représentée dans la modélisation. Si l'on regarde maintenant sur les indicateurs d'étiage, nous avons le même constat, un impact de nos milieux isolés qui apparaît comme étant plus grand que nos milieux riverains, et même conclusion pour l'impact global de nos milieux humides. Si l'on compare maintenant entre l'horizon H1 et l'horizon H3, on va retrouver on va pouvoir illustrer le graphe précédent, à savoir qu'on a vu qu'on avait une augmentation de l'impact de nos milieux humides
en conditions d'étiage. Et sur ce schéma, on peut voir que l'augmentation de cet impact de milieu humide se traduirait par une augmentation de l'impact de nos milieux humides isolés seuls. Les milieux humides riverains, l'impact des milieux humides riverains n'évoluant pas non plus en conditions d'étiage. Pour ce dernier tableau de résultats, je vais revenir très rapidement sur les scénarios de changement de sol à l'horizon 2050. Donc nous avons le scénario tendance actuelle et pessimiste, qui sont donc deux scénarios de perte de milieux humides. Et ici, vous avez représenté sur le graphe toujours un impact de nos milieux humides qui compare la situation de 2050 à la situation de 2011. Je rappelle, par rapport à ce qu'on a vu sur la situation en 2011, que l'on s'attend à avoir une diminution de nos indicateurs de crue et une diminution de nos indicateurs d'étiage. Donc ici, pour les deux scénarios à tendance pessimiste, donc de perte de milieu humide, ce que l'on voit ici, donc figuré en rouge et en orange, c'est qu'on a une augmentation de nos indicateurs hydrologiques de crue et une diminution assez importante de nos indicateurs hydrologiques d'étiage. Ce qui sous-entend une augmentation de nos crues et une diminution de nos étiages, qui n'est pas souhaitable ce qui n'est pas souhaitable pour la suite. Si l'on regarde maintenant le scénario de statu quo, donc là c'est un scénario où on n'a pas de modification de nos milieux humides, donc même situation qu'en 2011, on observe très peu de différence, on devrait d'ailleurs ne pas en observer du tout. Si l'on regarde le scénario optimiste, c'est-à-dire le seul scénario de gain des milieux humides, on obtient donc une tendance inverse avec une diminution de nos débits de crue et une augmentation de nos débits d'étiage en comparaison à ce que l'on obtiendrait avec un scénario de 2011. Donc on aurait éventuellement une compensation des modifications de nos régimes hydrologiques, et donc cela traduit une mitigation des effets des changements climatiques. Pour finir, en conclusion, donc il faut toujours garder à l'esprit que ces conclusions sont issues uniquement de nos travaux de modélisation et ils découlent de l'approche que l'on a utilisée. Mais ce que l'on a pu faire ressortir, c'est qu'on a bien vu que nos milieux humides avaient un rôle de laminage de crue et de soutien au débit d'étiage. Visiblement, par rapport à la discrimination typologique, nos milieux humides isolés auraient un impact plus important que nos milieux humides riverains, un impact accru de ces milieux humides isolés dans le futur, d'où la nécessité éventuellement de les conserver. Nous avons également vu par rapport au schéma d'occupation de sol que la préservation seule de nos milieux humides ne permet pas la mitigation des effets des changements climatiques et ne maintient même pas nos conditions hydrologiques actuelles, et que seule donc une politique de restauration permettrait de mitiger les effets attendus donc, de nos changements climatiques. Merci.